C'est vrai que c'est une surprise, on peut le qualifier comme ça, y compris d'ailleurs pour celles et ceux qui nous regardent maintenant. Pourquoi l'or ne profite pas davantage de ce qui se passe en Iran, du conflit, de cette généralisation, régionalisation du conflit en Iran, au Proche-Orient, Moyen-Orient. Alors il reste un niveau élevé, mais malgré tout, le métal précieux n'a pas enregistré de nouvelles flambées, comme on aurait pu s'y attendre depuis le début des hostilités, et voire même ce serait peut-être un petit peu l'inverse. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On se parle, on est à 5175, oui, à peu de choses près. 5200 $ l'once. C'est bien, toujours en hausse largement depuis le début de l'année, évidemment. Oui. Mais on aurait pu imaginer qu'on bat de nouveaux records, et ça n'a pas été le cas. Oui, exactement. Et c'est vrai, vous avez raison David. On pourrait dire, attendez, on va élargir un petit peu le scope et se rendre compte que sur les dernières années, on ne va pas le refaire. L'augmentation du prix de l'once a été tellement importante, tellement forte que on pourrait se dire que c'est pas une surprise. Et en même temps, je suis venu sur le même plateau vous expliquer que les perspectives pour l'année 2026 restaient bien orientées. Souvenez-vous, on a les perspectives des banques américaines, de différents bureaux d'analyse qui voyaient... Jusqu'à 6 000 $. Là. Alors, on avait 5 500, on avait 6 000, et plus récemment, on avait même JP Morgan qui nous annonçait que l'once allait atteindre les 6 300 $ d'ici la fin de l'année. Donc, c'était un des seuils les plus importants qui ont été... communiqué, et l'argument qui revenait, c'était toujours celui de l'achat d'or des banques centrales. JP Morgan voyait 800 tonnes cette année, citant cette tendance continue de diversification des réserves des banques centrales. Mais avant le conflit, on est à 5006 et maintenant on est à 5002. Exactement, sauf que depuis quelques semaines, vous l'avez dit, on a du mal à dépasser les 5200 $ l'once. On est loin même du record des 5600 qu'on avait en janvier. Donc on a plutôt un or qui est stable, voire même en légère période de consolidation, dans une période d'extrême tension géopolitique où on attendait qu'il joue son rôle de valeur refuge. Et qu'est-ce qui explique, Laurent, ce phénomène? Parce que justement, c'est précisément pour ces temps de crise que l'or est présenté comme la valeur refuge ultime. Exactement. Alors, c'est un peu multicausal. Il y a un cocktail qui explique un petit peu cette stabilisation, cette consolidation de l'or. Un des premiers, peut-être, c'est un des facteurs. Je ne vous donnerai pas de degré de pourcentage quant à celui qui a le plus joué. On va mettre tout ça dans un seul et même ensemble. Mais il y a forcément une partie des ventes qui s'est passée suite à la grande volatilité sur les marchés. On le sait aujourd'hui, il y a des gens qui sont exposés, notamment aux États-Unis. Il y a des investisseurs particuliers qui sont exposés, notamment avec du levier, c'est-à-dire qu'ils sont quelquefois... levier sur quoi? Sur les investissements qu'ils font. En général. En général, sur des expositions. Et ils se retrouvent parfois, j'imagine ceux qui étaient notamment sur les cryptos, ou autres, ou même certaines désillusions sur certaines valeurs de la tech, ça a pu arriver aussi. Si vous étiez sur Microsoft, vous avez peut-être perdu de l'argent. Et donc, en cas de choc de volatilité, vous avez des appels de marge, comme tout un chacun, et vous êtes obligé de trouver de l'argent rapidement. Et ben on en prend là où ça a augmenté. On apprend là où ça a augmenté. Typiquement, on voit qu'il y a des flux sortant sur les dernières semaines sur les ETF or, parce que c'est pas simple de vendre un lingot, mais un ETF, enfin en tout cas un ETC or, c'est relativement simple. Donc il y a forcément eu, et ça c'est quand même assez, c'est quand même un argument qui revient souvent, il y a forcément eu ce mouvement de vente d'une certaine partie d'investisseurs qui étaient exposés et qui étaient obligés de liquider des positions pour solder des pertes, tout simplement. Donc c'est une des raisons. C'est une des raisons, parce qu'il y en a bien sûr, il y en a une autre qui ne vous a pas échappé, c'est qu'on a là aussi théorisé pendant toute l'année dernière, début d'année. Mais oui, la faiblesse du dollar et cette volonté, là aussi, des banques centrales de se dédollariser. Et puis on se disait, est-ce que le dollar va-t-il encore jouer son rôle de valeur refuge? Avec la guerre en Iran, le dollar, il est reparti à la hausse. Exactement, on était à quoi? À 1,19 par rapport à 1 euro il y a quelques semaines. À 1,15, non? On est remonté à 1,16 aujourd'hui, justement, dans la suite de saison, parce que ça bouge tous les jours, mais on était descendu à 1,15, donc forcément, il y a aussi cette réappréciation du dollar. Qui pénalise l'or. Qui pénalise l'or, forcément. D'ailleurs, ça ne marche pas que sur le dollar, ça marche aussi sur le franc suisse, si vous avez regardé, qui lui aussi est reparti à la hausse. Donc finalement, c'est rassurant, on se retrouve dans une situation où les valeurs refuges dont on avait l'habitude de parler sont au rendez-vous. Et puis certains évoquent même, là aussi, bon, c'est un peu... Tout le monde n'est pas d'accord, mais certains expliquent que l'achat d'or des banques centrales, c'est peut-être pas un argument si fort que ça pour l'EM, puisque visiblement la banque centrale chinoise, dirait qu'aujourd'hui, elle a peut-être moins envie de faire ça. Mais moi surtout, la réappréciation du dollar, c'est aussi un élément important. Bon, on dit souvent que l'or, c'est un actif qui ne rapporte rien, qui n'a pas de rendement, il n'y a pas de coupon comme sur une obligation, ou un dividende comme sur une action. Dans un contexte où on reparle d'inflation, évidemment, hausse des prix de l'énergie, c'est un peu normal que l'or souffre aussi. Il faut expliquer
pourquoi. Oui, tout simplement. Même si aujourd'hui, la chronique que j'ai écrite hier était déjà périmée cette nuit, sera peut-être de nouveau d'actualité demain, donc on ne sait pas. Mais effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui se joue et ce qui a été largement expliqué, c'est ce scénario inflationniste de dire à partir du moment où finalement l'augmentation de cette matière première qu'est le pétrole, qui sert à alimenter l'économie de façon générale, va induire une hausse des prix, donc un retour de l'inflation. Donc forcément, l'attrait aussi des taux d'intérêt plus élevés, et l'intérêt aussi, c'est toujours comment dire, l'arbitrage. Quand vous pouvez détenir de la dette américaine, je ne sais pas, 3, 4, 5%, finalement, c'est plus intéressant que de détenir des lingots. Taux d'intérêt réel, je précise, ça c'est important. Mais c'est aussi un petit peu ce scénario qui a commencé à se rejouer. Et c'est expliqué aussi un petit peu l'augmentation des taux à court terme, puisqu'effectivement, le prix des obligations actuelles va baisser s'il y en a d'autres un peu plus intéressantes qui sont émises. Donc, on se retrouve dans une situation finalement assez classique où réappréciation du dollar, crainte d'inflation, on a même commencé à dire que finalement il allait peut-être falloir remonter les taux, ce qui n'était quand même pas le scénario actuel, notamment aux États-Unis. Donc ça a plus des ventes qui ont servi à éponger, je pense, un petit peu les pertes de certains investisseurs. Ça explique que, grosso modo, l'or brille moins, ou qu'en tout cas, on n'ait pas eu de nouveau une forte hausse de 200, 300 $ l'once, comme on a pu voir sur des périodes de temps extrêmement courtes, fin d'année 2025, début d'année 2026. Quel impact, et on finit là-dessus, cette déclaration d'hier de Donald Trump sur l'or, enfin, c'est pas une déclaration sur l'or, mais quel impact sur l'or de la guerre qui est pratiquement finie? Et vous l'avez dit sur la séquence d'avant avec Marc, moi je suis persuadé qu'effectivement, je ne suis pas complètement d'accord avec lui là-dessus, puisqu'il explique qu'en gros, les bourses américaines se tiennent très bien, qu'il n'a pas nécessité. Il a des élections. Et ce qui est sûr, c'est que Donald Trump, excusez-moi, et le thème de la vie chère aux États-Unis, le thème de l'inflation, reste au cœur des préoccupations des Américains. Donc ça ne se ressent pas encore forcément dans les indices boursiers, mais je pense que sur le consommateur américain et sur sa vie quotidienne, ça se ressent. Donc voir le prix du baril augmenter, ça va lui faire plus cher à la pompe et dans un tas d'autres choses, et savoir qu'ils sont exportateurs, ça va faire plaisir à une partie des gens qu'on exporte, mais pas à tout le monde. Donc ça reste quand même pour moi un marqueur important. On ne peut pas se permettre d'avoir trop d'inflation et on ne peut pas se permettre d'avoir des taux longs qui remontent D'où le revirement d'hier de Trump. Et oui, à chaque fois, finalement, peut-être le seul baromètre un peu fiable du comportement de Donald Trump, c'est les marchés. À partir du moment où on commence à se dire « ça va durer longtemps, on a des craintes d'inflation, on a des craintes que ça aille moins bien, les taux à 10 ans remontent ». Bon, c'est un cocktail qui à chaque fois l'a fait reculer. C'est-à-dire que les premières reculades de Trump sur les tarifs, parce que souvenez-vous, c'était cet épisode où les taux longs, tout d'un coup, avait commencé à augmenter de façon assez significative, revirement. Donc là, qu'est-ce qu'il nous annonce? Il avait commencé à paver le terrain en début de semaine, c'est super, non, c'est une guerre longue, mais finalement, non, mais elle est finie, puis finalement, on a atteint tous nos objectifs. Vous voyez bien que dans le discours, il y a déjà tous les éléments pour dire dans 2 semaines, finalement, c'est bon, on a réussi. Souvenez-vous quand même que sur les frappes précédentes, il avait expliqué qu'il avait annihilé les compétences nucléaires de l'Iran avec les frappes des B2 sur le site ultra secret. Voilà, exactement. Donc, c'était joué déjà. Donc, moi, je le vois comme ça, effectivement. Et donc, l'impact sur l'or? L'impact sur l'or, c'est très simple. C'est-à-dire qu'à partir de là, si on retrouve sur un... Curieusement, l'or pourrait reprendre pourquoi pas avec la fin de la guerre pourquoi pas oui. Si on a un contexte de normalisation, finalement, on revient quelque part à l'état qu'on a quitté, donc pourquoi pas quelque chose de plus favorable. Donc l'or pourrait profiter de la fin de la guerre. Mais pourquoi pas, à ceci près, David, il faut le rappeler ici, on n'achète pas de l'or pour spéculer. Ça, c'est important, je pense, en tout cas les gens qui nous regardent. On achète de l'or pour stabiliser un portefeuille. Et là, je vais faire le vieux, vous en mettez 5, un petit peu plus, mais pas plus de 5, 7, 8% dans votre portefeuille, et vous l'utilisez comme un stabilisateur. Vous ne l'utilisez pas, vous ne l'achetez pas à 5200 en espérant qu'il va aller vers 5500, ce n'est pas l'objectif. Donc, en tout cas, sans doute peut-être, si la guerre est courte et que ça s'arrête et qu'on revient finalement à la situation préalable, on peut retrouver un contexte. Les forces qu'on nous a exposées avant restent valables, donc pourquoi pas un contexte un peu plus porteur sur l'or. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.